Bonjour tout le monde pour cette deuxième partie du Métajournal, numéro 4, deuxième partie. Alors, je me suis pas rendu compte en fait que j'étais en train d'enregistrer mon affaire sur ma page Marie-Hélène Maltais, où j'ai été censurée pour un mois. Alors, j'avais comme pas l'intention de commencer à faire des lives sur des sujets controversés de la pandémie sur mon compte perso, parce que ça me tentait de me refaire censurer. Je pensais que je faisais ça sur Maëlman, mais j'ai commencé là. Alors, vu que j'ai commencé ici, je vais finir ici parce que la deuxième partie, c'est comme le contrepoids. Fait que je vais présenter les deux points de vue puis laisser la chance aux gens de se faire leur propre idée sur la question. Et j'ai pas retrouvé la feuille sur laquelle figurait la première partie de l'article de 14 pages qu'on va regarder ensemble. Oui, je vais faire ça avec vous cet après-midi, en ce jeudi 19 novembre. J'ai pris des notes parce que j'ai mis la première page en capture d'écran que je vous ai shooté sur mon site. Ça fait que si vous voulez regarder la première page, vous allez la voir et vous pouvez toujours trouver l'article sur le site de l'écriteur. Vous pouvez taper le titre de l'article: une conférence de presse virale présente des informations trompeuses sur les vaccins. Et donc, je vais commencer avec le titre. Je vous montrerai pas ça tant que ça parce que c'est mes notes. Comme je vous dis, vous avez l'image sur Facebook, mais après, je vais vous montrer l'article. C'était ça mon but. Je me suis vraiment forcée là derrière pour faire tout imprimer. La feuille a disparu, je sais pas où qu'elle est. J'ai refait mon chemin, puis j'ai jamais retrouvé la feuille. Fait que j'aurais aimé ça vous montrer le visuel puis le faire avec vous en même temps. Mais disons que pour cette première page-là, on va faire ça comme ça à l'oral, sans support nécessairement. Alors, le titre, dans le fond, une conférence de presse virale présente des informations trompeuses sur les vaccins. D'abord, quand on dit une conférence de presse, c'est comme une conférence de presse. T'sais, ça pourrait être Joe Blow qui fait cette conférence de presse-là. Ça ne veut pas dire que ce serait une conférence de presse qui serait importante. Alors, le fait d'utiliser l'article indéfini une, ça donne l'impression de quelconque conférence de presse. Virale, c'est un mot à la fois sensationnaliste, mais aussi qui est réducteur, parce que on utilise ça pour à peu près tout et n'importe quoi aujourd'hui. Une vidéo virale, elle est partie en chire, puis etc. Présente des informations trompeuses sur les vaccins. Ça vient un peu nous dire que, comme je disais tantôt, tu peux dire des choses qui sont vraies, comme c'est le cas dans le fond de l'écriteur, mais qui présentent juste un point de vue puis qui sont biaisés. Alors, à mon avis, tout de suite dans le titre, on voit que les décrypteurs, ils ont leur thèse. Alors, eux-mêmes, ils ont leur thèse. Alors, quand on enseigne le texte argumentatif, thèse, antithèse, synthèse, admettons qu'on pose la question: est-ce que l'urgence sanitaire est nécessaire, par exemple? Ou est-ce que le vaccin devrait être obligatoire? Alors, ce sont des sujets qui seraient très intéressants à donner à des élèves du secondaire 5. D'ailleurs, sûrement que les profs, il y en a qui le font ou qui l'ont fait en pratique, j'imagine, qui en discutent, j'espère. Que c'est pas tabou au point qu'on peut plus en parler dans les classes. S'il y a des profs de français qui m'écoutent, Marie-France, Eric, Martin, je sais pas ce qui se passe avec vos élèves, là. Puis je sais pas ce qui se passe dans vos écoles respectives, mais à mon avis, une conférence de presse, à mon avis, ces questions-là, c'est des questions de texte argumentatif. Là, est-ce que précisément... Toc, 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 qui est là? J'essaie de voir. Stéphane, salut Steph! Alors ça, c'est des bonnes questions à poser. Et le titre nous montre tout de suite que la thèse de Radio-Canada, des décrypteurs, c'est une thèse qui est plutôt favorable à la vaccination. On le sait déjà, on l'a vu déjà à Radio-Canada, c'est plus ou moins objectif. Mais comme je l'ai dit tantôt, il y avait quand même le segment de l'émission de Patrick Masbourian que je l'ai mentionné, parce que dans ce segment-là, justement, je trouve que c'est beaucoup plus objectif, puis que pour la première fois depuis le début de la pandémie à Radio-Canada, j'entends des gens qui me disent que la vérité, ou quelque chose de plus nuancé, ou quelque chose qui pourrait ressembler à on n'est pas si con que ça, là, à un moment donné. Bref, j'y reviendrai tantôt, mais pour moi, le titre, des infos trompeuses, pour moi, l'intention est un peu malveillante, c'est-à-dire qu'elle est biaisée. On ne prend pas l'ensemble de la conférence d'une
d'une façon neutre et objective, comme je vous disais, tu sais. Le groupe Réinfo COVID, moi, à mon avis, il aurait fallu le nommer, mais on veut pas sûrement lui donner de l'attention, fait qu'on le nomme pas. Mais le collectif Réinfo COVID présente une conférence de presse, je sais pas quel mot, là, tu sais, suscitant la controverse ou c'est exigeant certaines nuances ou je sais pas, tu sais, mais sans que ce soit banalisé, là, tu sais, on sent qu'ils ridiculisent un peu la question. Bon, il dit que leurs propos mélangent des critiques légitimes et des arguments contre la vaccination. Il dit, c'est ça, quand ils disent que les propos mélangent des critiques légitimes, pour moi, c'est un jugement de valeur. Bon, là, vous allez me dire, ils savent si c'est légitime ou pas parce qu'ils se basent sur des faits. Mais à mon avis, il a dit que c'est des critiques légitimes. C'est comme un peu minimiser les préoccupations de ces médecins-là et des arguments contre la vaccination qui ne résistent pas à l'épreuve des faits. Je trouve que c'est un langage, puis ça, c'est une chose que je vais faire ressortir pendant l'article. Je trouve que Nicolas de Rosa, il a un langage répétitif, parfois un peu pauvre et redondant, là, puis un peu jeune et pas assez sérieux. Pour moi, là, tu sais, il présente des arguments contre la vaccine qui ne résistent pas à l'épreuve des faits. Ça fait cool, puis ça fait, je m'amuse à essayer d'avoir raison, puis gars, je vais te montrer que t'es même pas assez haute, tu sais, hey man, t'es même pas assez haute, ça résiste pas à l'épreuve des faits. Je trouve que le niveau de langue indique un peu une certaine condescendance, puis on va le voir tout de suite en début d'article, là, le ton condescendant que je reproche aux décrypteurs dans leur travail. Ensuite, on a une photo, la photo de la conférence de presse sur laquelle on a le gros « attention ». Ça, c'est quelque chose que je trouve infantilisant, que je trouve trop simpliste de la part de ces fact-checkers-là, qui, on dirait qu'ils veulent s'adresser à l'auditeur le plus crédule et le plus stupide de tout le Québec, là. T'sais, on dirait qu'ils savent pas comment parler à une personne intelligente capable de se faire une idée sur une question en lui donnant des informations, mais sans tout lui donner tout de cuit dans le bec à sa place, en posant peut-être des questions qui vont faire réfléchir la personne, mais sans tout mâcher à sa place. La vidéo d'une conférence de presse mettant en scène. La vidéo mettant en scène. Alors pour moi, une mise en scène, c'est du théâtre, c'est du chant, c'est un spectacle. Alors ici, on parle d'une conférence de presse. Une conférence de presse, ça, c'est de l'information. Ça, c'est du discours informatif. D'habitude, quand tu fais une conférence de presse, tu as quelque chose à dire, à annoncer, tu as une nouvelle à transmettre. C'est pas une pièce de théâtre. Moi, ce que ça me dit qu'il utilise ce vocabulaire-là, Nicolas de Rosa, c'est qu'il est un peu dans un monde parallèle, que c'est un gros show, cette affaire-là, puis ça me prouve un peu la compréhension que j'ai en ce moment, que dans le fond, toute cette question-là de la COVID, ça a été beaucoup récupéré par les médias pour faire du spectacle, puis que pour moi, ça atteint la limite de ce que je peux tolérer en termes de spectacle de la part de mes confrères, de mes consoeurs, de mes camarades dans le domaine. Alors, de dire que ça met en scène des médecins, un chirurgien, il nomme les gens qui font partie, les 5 intervenants, 2 médecins, 2 pharmaciens, un dentiste. Je trouve que c'est vraiment pas approprié à une conférence de presse. A eu l'effet d'une bombe. Je trouve ce vocabulaire sensationnaliste. J'aime pas, c'est ça, c'est un vocabulaire un peu trop jeune à mon avis, un peu trop cool. Ça manque de profondeur, ça manque de recherche, ça manque de finesse, ça manque de réflexion à mon avis. Une vidéo d'une conférence de presse présentant 5 intervenants professionnels de la santé a connu une popularité, peu importe, mais l'effet d'une bombe, c'est comme, c'était l'effet d'une bombe, hey yo cool, l'effet d'une bombe, mais ça résiste pas à l'état du temps cassé, j'ai l'impression que c'est ça qui fait Nicolas de Rosa. Moi, j'entends il y a un discours latent. On va parler dans cette analyse-là de ce que c'est que l'inférence. Alors, l'inférence, c'est la capacité de déduire dans le texte des choses qui ne sont pas écrites de façon explicite. Alors, c'est comme... c'est comme si, mettons, toi, t'es un gars, puis tu rencontres une fille dans un bar, mettons, puis tu lui dis, hey, ça tente de venir chez nous.
Est-ce qu'il faut inférer que le gars, il fait une proposition de faire l'amour avec? Est-ce que c'est dans le texte? Est-ce que c'est pas dans le texte? C'est quoi les indices qui me permettent de dire ce que le gars, il veut dire? Alors, quand on parle dans le langage, la plupart des choses qu'on dit, on ne les dit pas. C'est pas toujours textuel, c'est pas écrit dans le texte. Alors, tu sais, il faut l'inférer, c'est-à-dire qu'il faut le déduire à partir du contexte. Alors, on va en parler de ça. Mais je trouve vraiment que ça manque ce temps-ci, l'inférence, le deuxième degré. On fait des blagues avec ça, mais c'est pas drôle parce que ces genres de fact-checkers-là, ben, ils oublient ça, on dirait, tu sais. Toute la partie, du message qui est symbolique, là, tu sais, qui n'est pas tout écrit dans le texte, tu sais. C'est pour ça que même si tu donnes de la vraie information, si tu oublies le sens du message, il n'y a pas de sémantique dans ton message, c'est comme une liste à plus de vrai ou faux. Ben, moi, ça me dit rien. À la fin, tu essaies de me dire quoi au juste, là, tu sais. Alors moi, ben, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a deux points de vue concernant la pandémie, puis que, à mon avis, ben, c'est important. Il y a des affaires qui m'interpellent, car je ne sais pas du tout avec quoi ça a rapport. Bon, alors, je vous montre le reste de l'article. On va le regarder ensemble parce que je ne vais pas vous montrer ma face tout le long. J'ai d'ailleurs mis ma face pour dire merci à mes abonnés sur YouTube. Puis ça vient viral, cette affaire-là. Il y a genre 100 personnes qui ont vu ça. Je comprends pas pourquoi il y a 4 fois plus de personnes que mes abonnés qui sont en train de voir ma photo, qui dit merci au monde de me suivre dans mes délires. Je sais pas trop de où ça passe en chire. Ou s'il y a quelqu'un, j'ai un admirateur qui regarde ça en boucle, là, peut-être. C'est mon hypothèse. Bon, alors, cette conférence-là a été vue à plus de 350 000 visionnements sur YouTube, 37 000 partages. Ça, c'était il y a un bout. Maintenant, c'est 394 000 visionnements. Puis, le compte contient environ 4 000 abonnés, 3 900 quelque chose. Bon, on parle d'une vidéo abrégée sur TikTok qui a été vue 280 000 fois avant la suppression du compte qu'il a publié. Alors là, ben c'est ça. Une chose que je peux reprocher à Nicolas de Rosa, c'est des fois de manquer un peu de profondeur puis de précision. C'est comme, OK, la suppression, c'est-tu eux-mêmes qu'ils ont supprimé leur vidéo ou ça a été censuré ou c'est quoi la disparition? Pour qui? Pourquoi? T'sais, on sent que ben, le gars, il a donné de faire des recherches, fait qu'il a décidé d'oublier ça, cette boucle-là, puis tu sais, ben, elle est plus la vidéo, elle est plus là, tu sais. Ouais, mais comment ça qu'elle est plus là? T'sais, moi, ça m'intéresse. Bon, alors là, j'ai écrit ton. Appuyé par 5 médecins disposés en une haie d'honneur derrière eux, ces professionnels de la santé ont pris parole le 3 novembre dernier sous la bannière de Réinfo COVID, qui se décrit comme un collectif de soignants. Bon, ça, je vous ai expliqué. Disposés en une haie d'honneur, c'est un ton un peu condescendant. C'est comme pour dire, bon, ben, ces gens-là, ils ont leur petit comité d'accueil de tapis rouge en arrière, là, tu sais. Il aurait pu dire ça d'une autre manière. Alors, tu sais, je vous invite à vous poser la question. Tu sais, appuyé par 5 médecins présents à la table. Tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? Ou derrière la table. Ou, tu sais, il y a une manière de dire les choses est d'honneur. Ben, ça, c'est son interprétation condescendante de ce qui s'est passé en réalité. Il y avait quand même des gens qui étaient là, oui, pour montrer leur appui. Tu sais, il y avait entre autres le porte-parole de Réinfo COVID qui était là. On va reparler de lui tantôt. À l'instar de l'antenne française Réinfo COVID sur laquelle il est calqué, j'ai souligné ce mot-là calqué parce que ben, calqué, c'est un mot qui est connoté négativement pour moi. Tu sais, calquer quelque chose, c'est ben, t'es pas assez bon pour le faire tout seul, fait que tu sais, je t'ai copié parce que je suis pas assez bon. Alors j'ai un peu l'impression que c'est des petites choses subtiles, insidieuses, qui fait qu'on réussit à diminuer les personnes puis à leur faire perdre leur confiance, à leur faire perdre leur estime, etc., etc. C'est comme, bah, vous êtes des pas bons. Le collectif n'impose pas une pensée idéologie, a précisé d'entrée de jeu l'animateur de l'événement et expert en toxicomanie Pierre Brisson. Les gens ici ne défendent pas notre position, c'est tout simplement qu'ils ont décidé de passer à l'action, on les soutient et on les accompagne là-dedans. Alors, ben, ce qu'il faut en comprendre, c'est ça, c'est que ces gens-là qui présentent sont comme un peu indépendants de Réinfo COVID en tant que tel. Tu sais, c'est la structure qui les accompagne pour présenter leur idée. C'est ce qu'ils disent. Bon. Ensuite, les 5 professionnels.
Les 5 professionnels de la santé ont notamment dénoncé ce qu'ils décrivent comme l'absence de débat sur la gestion de la pandémie. Alors là, ils disent que c'est ce qu'ils décrivent. C'est vrai qu'ils le décrivent comme ça. Je pense que ça touche plus de gens que seulement eux-mêmes. Par contre, alors, tu sais, encore une fois, ben, il y aurait une façon de se demander comment on pourrait dire les choses pour que ça soit plus représentatif de la réalité. C'est-à-dire, je pense que pas mal tout le monde va être d'accord pour dire qu'il n'y a pas vraiment de débat, même ceux qui sont en faveur des mesures sanitaires. T'sais, on n'en a pas eu vraiment de débat sur la gestion, de débat scientifique, etc. Dommages collatéraux, maintien de l'état d'urgence. Bon, il résume ce que je vous ai résumé moi aussi. La vax des enfants, la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé, une idée qui a depuis été abandonnée par Québec. La conférence de presse a toutefois... Bon, alors là, il utilise vraiment souvent le mot « toutefois », qui est dans le fond un marqueur de concession, d'opposition. Si vous vous rappelez de vos cours de secondaire, c'est des marqueurs logiques. Toutefois, cependant, mais. Hein, alors, c'est la même chose que mais. Ça sert à marquer la concession, l'opposition. Il dit souvent ça, tu sais. Alors, là, ils ont présenté les affaires, mais, tu sais, quand on dit quelqu'un, il dit tant oui, mais. Moi, j'entends ça quand j'entends Nicolas de Rosa, quand je le lis, tu sais. J'entends. Ils ont fait une conférence, mais. Je vois pas pourquoi ils utilisent une concession ici. Leur conférence de presse a donné lieu à des déclarations qui demandent vérification ou qui ont demandé vérification, tu sais. Là, on dit des déclarations fausses ou trompeuses sur les vaccins que nous décortiquons ici. Alors là, je veux vraiment mentionner l'importance de dire, moi, si je passe 10 jours, je l'ai mentionné hier dans mon autre live sur Maëlle Mag, si je passe 10 jours à faire des recherches pour prouver que quelque chose est faux, ça se peut que j'y arrive à la fin. T'sais, c'est sûr, si je cherche toutes les failles, n'importe quelle étude scientifique, n'importe quel propos de n'importe qui, il n'y a personne qui détient la vérité au complet. Fait que, tu sais, pour moi, c'est une grosse affirmation que de dire que, dans le fond, ce que j'expliquais hier, puis c'est comme, mettons que quelqu'un, il dit quoi, puis c'est vrai à 95%. Moi, j'ai décidé que j'allais prouver le 5% de mensonges qu'il y avait là-dedans ou de fausseté, puis que je vais m'attarder pendant 2 semaines à faire ressortir tous les petits mots qui font que ça, c'est plus ou moins la vérité, tu sais. Alors, au lieu de dire, ils ont dit ça c'est vrai, ils accentuent vraiment beaucoup, et ça constitue un biais, donc ça constitue pour moi de la désinformation. Pour moi, c'est de la désinformation que font les gens des décrypteurs, et c'est en partie, pas juste de la désinformation, mais il y a de la désinformation, il y a du biais, comme je vous dis, il y a une thèse à défense, il y a de l'argumentatif. C'est de l'argumentatif, pour moi, c'est pas de l'informatif qu'ils font. Tu sais, alors, on essaie de contre-argumenter ce que vous avez dit en allant chercher des études, des ça qui vont prouver le contraire, mais c'est de l'argumentation. C'est ça qu'on fait avec les élèves du secondaire. On leur dit, on va vous donner est-ce que la vaccination obligatoire, c'est une bonne idée? Là, t'as une gang qui ont dit non, puis là, t'as l'autre gang, qui est la gang des médias, qu'eux autres, ils disent, oui, on va prouver le contraire. Tu sais, j'ai pas l'impression que les médias font la synthèse, c'est-à-dire, il y a d'autres études qui disent ça, mais malgré tout, non. Je trouve qu'il en manque pour arriver à une étude d'objectivité de la part de Radio-Canada vraiment énormément pendant la pandémie. Là, on fait ce que plusieurs font souvent, mais ça, je vais en parler de l'utilisation de l'argument d'autorité. Il parle du docteur André Veillette, immunologiste, Institut de recherche clinique de Montréal. Il dit qu'aucune des personnes qui a pris la parole lors de la conférence de presse était experte en ce qui concerne la COVID. Alors, quel est le but, vous pensez, d'une affirmation comme ça? De dire que les gens qui ont pris la parole, il n'y en avait pas que c'était des experts. Tu sais, c'est sûr que ça vient diminuer la crédibilité des gens qui s'expriment. Si je dis, dans le fond, c'était pas des experts, donc c'était pas aussi important ou aussi vrai ou aussi crédible ce qu'ils allaient me dire. Il dit, les experts, c'est des gens qui connaissent les virus, comme les virologistes, les virologues, les infectiologues, et dans le cas de la COVID, les microbiologistes,
et des gens qui connaissent le système immunitaire comme les immunologistes et les épidémiologistes. Autrement dit, moi je connais ça, je vais vous dire la vérité. Moi je suis un immunologiste, puis je vais vous dire ce qu'il y en est. Alors, salut Véro! Je trouve ça malhonnête de la part des décrypteurs de travailler de cette manière-là, parce que en disant ça, moi personnellement, quand j'évalue la crédibilité d'une personne, je l'évalue selon ses connaissances, je l'évalue selon sa capacité à raisonner, et ça ne dépend pas toujours du diplôme. Alors, tu as des gens qui sont diplômés et cancres, tu as des diplômés vraiment compétents, et tu as des gens qui n'ont pas nécessairement de diplôme dans un domaine, mais qui sont très connaissants, très autodidactes, et qui ont vraiment un bon raisonnement. Alors, tu sais, le diplôme, c'est une chose, mais les vraies compétences, c'est autre chose. Alors, je ne sais pas si vous me suivez, mais je ne suis pas en train de discréditer le diplôme. Hier, j'ai dit, ben, mettons, Samuel Grenier, il est qui pour me dire que telle affaire, c'est la pire décision de l'histoire? Moi, personnellement, je me dis, ben, je connais pas toute l'histoire de la médecine. Comment je fais pour savoir si c'est la pire décision? Pour savoir si c'est la pire, il faudrait que je sache c'est quoi les décisions qui ont été prises en médecine. Mais lui, est-ce qu'il sait plus que moi? Donc, à mon avis, ben, c'est pas un gars qui a vraiment l'air d'avoir été formé là-dedans ou de connaître ça plus que n'importe qui. À mon avis, la moyenne du journaliste ne pourrait pas se prononcer là-dessus, malgré une culture générale supérieure à la moyenne. Donc, qui pourrait être connaissant assez pour dire ça? Ben, un médecin ou un historien ou un historien de la médecine, tu sais, ou quelqu'un qui aurait lu énormément sur le sujet, tu sais. Donc, c'est comme ça que moi, j'évalue la crédibilité de la personne. C'est pas à sa face ou à son diplôme, c'est je me pose la question. Je me dis, qui connaît ça, dans le fond? Ben, peut-être que Joe Blow y arrive et il dit, ouais, je connais vraiment ça, moi, je connais super ça, l'actualité, moi, j'ai suivi ça, puis je sais. OK, ben, j'ai pas totalement discrédité, par exemple, l'opinion de ce gars-là, parce que je me dis, ben, lui, je le connais pas encore beaucoup, fait que peut-être qu'il en sait plus que ce que je pense là-dessus. Ou peut-être que c'est un excellent analyste. Mais ça, ben, une analyse, ça se fait sur la base d'une compréhension. Tandis qu'une affirmation comme ça, de dire que c'est la pire décision de l'histoire de la médecine, ben, il faut que ça soit basé sur des connaissances historiques, là, tu sais. Moi, je ne ferais pas d'une affirmation qui est basée sur une connaissance que j'ai pas pantoute, tu sais. Alors, je trouvais ça douteux. Donc, comme je vous dis, il faut faire attention. Alors, étant donné ça, ben, eux, ils vont utiliser l'argument d'autorité, tu sais, d'une manière fallacieuse. C'est ça que j'aime pas. Tu sais, ils vont discréditer les médecins. Je vais juste faire un parallèle. T'sais, moi, si je dis, ben, Samuel, c'est qui pour parler? Samuel, c'est qui pour parler de l'histoire de la médecine? C'est sérieusement, pour de vrai, je me pose la question. Peut-être qu'il connaît full ça. Peut-être son père, c'est un médecin puis il a conté des histoires de la médecine quand il était petit toute sa vie. On le sait pas. Mais là, je me dis, Nicolas de Rosa, un journaliste arrogant, excusez-moi, moi, c'est mon état. Tu sais, il est peut-être super plus compétent que ce que je pense. Mais un journaliste XY qui fait du fact-checking, ben, qui est-il pour me dire que il y a juste les immunologistes, les épidémiologistes, les microbiologistes, puis les experts en virologie, puis en infectiologie, qui sont en droit, ben, dans le fond, de s'exprimer sur des enjeux majeurs de la pandémie, dans le fond, qui concernent la santé et le bien-être. Oui, qui touchent des questions d'immunologie, ça, mais qui concernent quand même la santé et le bien-être de la population, qui sont des questions de santé publique. Ben, qui de mieux placé qu'un médecin de famille qui soigne les gens pour me parler de guérison à quelque part? Moi, personnellement, il y a aussi autre chose. Personnellement, moi, je vous parle personnellement. Vous, je ne sais pas. Mais moi, trop d'expertise, c'est comme pas assez. T'sais. Si tu as passé ta vie à regarder la même roche, ça se peut que tu ne comprennes pas l'ensemble du système. Je vous dis pas le contraire. Mais je vous donne l'exemple. J'ai regardé un gars qui s'appelle Pierre Chaillot, je pense, en tout cas, un statisticien. Il dit plein de fois qu'il est expert en statistique, puis en tant que statisticien, puis il connaissait les statistiques, tout ça. Mais il s'est noyé dans son affaire statistique. Il n'y a pas de démonstration parce que c'est juste des faits statistiques qui montent. Puis à un moment donné, c'est comme moi, mais là, t'en arrives où avec tes statistiques? Parce que moi, personnellement,
J'ai le goût de mettre la toune de Brigitte Fontaine, c'est normal. Parce que tout le long, il dit des affaires. Ah, mais c'est normal, telle affaire, parce que ça, tu sais. Le gars, il a plein d'arguments, c'est un statisticien. Mais moi, tu m'as pas convaincu avec ton argument, parce que, en gros, il essaie de me convaincre. Faudrait que je vous le montre. Mais en tout cas, je vais faire un segment juste sur lui. Tu sais, il explique les courbes épidémiques. Mettons les épidémies de, tu sais, les vagues, les épidémies de grippe, de SRAS, tout ça, selon les années, les évolutions des pics d'épidémie, la grippe, tu sais. Alors, on voit une courbe, puis on voit clairement que la courbe de la grippe, admettons, tu sais, ou des infections, tu sais, des morts, des décès totaux, dans le fond, il évalue les décès totaux. Les décès, le total des décès, ben, il est plus haut en décembre, novembre, décembre, janvier, février, mars. À l'hiver, on meurt plus. Ça se passe en France, mais c'est la même affaire au Québec, mais ça doit être pire ici encore, mais tu sais, on voit que ben, les gens ils meurent plus à l'hiver. Bon, ça, c'est prouvé. Je les ai analysés plein de fois, les statistiques. C'est vrai qu'on meurt plus à l'hiver. En janvier, on meurt plus. Mais ce qui est étrange dans leur courbe pendant la pandémie, c'est qu'elle a vraiment été reportée en mars-avril pendant le premier confinement. Mais il n'y en a pas de courbe il nomme jamais ça, le statisticien. Okay? Là, ça, c'est moi qui vous le dis. Je le dis au bénéfice de M. Laroche qui m'a écrit, puis qui me dit, tu sais, tu devrais aller écouter un tel, puis peut-être, mais moi, le gars, il perd sa crédibilité parce que tout le long, là, il me fait une assez grande démonstration, mais il oublie comme la base, qui est de me dire, dans le fond, la courbe, là, elle n'existe pas en novembre, décembre, janvier. En 2019-2020, là, il n'y en a même pas un pic. Comme si, tout à coup, on avait enlevé les morts. C'est comme si le monde n'était pas mort en novembre, décembre, janvier, février 2019-2020. C'est vraiment weird, là. Pensez-y, là. Je me dis, il y a de la manipulation statistique. On a pris les morts qui étaient là, puis on les a reportés en avril, mars-avril. Puis on a fait une grosse courbe en mars-avril pour justifier les morts de COVID. Je sais pas ce qui est arrivé. Je fais des hypothèses, mais c'est pour vous dire, pour moi, le fait est que c'est pas normal qu'il n'y a pas de mort de grippe, puis de ci, puis de ça en novembre, décembre, janvier, février, en 2019-2020 en France. La courbe est totalement irrégulière par rapport au reste de toutes les courbes de toutes les années d'avant que tu regardes depuis 2010, mettons, ou quoi. Tu sais, c'est comme à tous les 2 ans ou à toutes les années, novembre, décembre, il y a comme... Mais là, c'est pas... C'est atypique, carrément atypique. Fait que tu dis, mais non, mais d'habitude, il y aurait eu comme la vague, puis après ça, il y aurait eu comme une vague supplémentaire. Tu vois que ça marche pas, là. Tu vois que ça marche pas. Mais le gars, moi, il est tellement expert dans son affaire, puis il veut tellement me montrer des chiffres, puis des coupes, puis des patentes, puis il m'a perdu dans toutes ces patentes. Mais il n'a pas réussi à me dire une affaire claire sur comment ça fait que, tu sais, comment ça fait que t'as une grosse vague en mars-avril, un gros pic pendant le confinement, mais il n'y en a pas des morts de grippe, puis toute la patente avant. Ils sont où ces morts-là? Je comprends pas. Ils ont fait disparaître, là. D'habitude, ils sont là à chaque année, tu sais. Mais là, il explique des patentes, puis des retards de décès, puis des gros concepts statistiques qu'à un moment donné, c'est comme trop d'expertise. Moi, je me méfie de ça, tu sais. J'ai beaucoup confiance, moi, personnellement, aux médecins de famille en général, parce que je trouve que c'est des gens qui ont une vision plus, justement, systémique, tu sais, sur le corps humain. Ils sont pas juste fixés sur le virus, sur la bactérie, mais ils ont quand même des connaissances en immunologie. Ils ont quand même des connaissances. Ils ont des connaissances dans tous les domaines, ces gens-là, en médecine, là, tu sais. Des généralistes, tu sais. Mais je vous dis pas que le généraliste plus le spécialiste, ben ça ferait pas une combinaison gagnante. Je dis pas que l'immunologiste, il est pas compétent, mais il y a quand même un neurologue. Tu sais, le neurologue, excusez-moi, mais il connaît beaucoup la cellule. Il connaît le neurone. Le neurone, c'est une cellule. Moi, j'ai étudié la neuroscience, puis quand tu étudies la neuroscience, ben tu connais le fonctionnement d'une cellule. Puisque c'est ça, tu sais, les cellules du cerveau, ben ils étudient le gars, c'est un neurologue. Fait que tu sais, il y a quand même une façon pour les décrypteurs d'utiliser ces arguments-là d'autorité dans le but de discréditer. C'est ça que je vous dis, il faut toujours faire la part des choses. Même si j'ai confiance aux médecins de famille, ben, des fois je trouve que les médecins de famille, ils bâclent les choses, puis ils sont, tu sais, des fois tu peux avoir besoin de l'opinion d'un expert. Mais la question c'est, est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a un besoin, tu sais, des ententes ces gens-là? Ou j'essaie juste de dire, je vais prouver que j'ai raison, puis qu'est-ce que, ok, je vais aller chercher les experts, puis là, ça va. Moi, c'est le même que je vois ça, tu sais. Je vois pas que c'est, ok, j'ai un besoin, puis je vais aller chercher l'information, puis c'est qui la meilleure personne placée pour me donner l'information? Ben, c'est le médecin de famille, ou ben non, c'est la mère de famille, aussi. Non, c'est comme, ok, on traque, on essaie de prouver que c'est pas vrai. Fait qu'on va aller chercher
Le plus fort pour fesser sur le plus faible. J'aime pas la manière de procéder. Cette argumentation-là, comment je pourrais dire, ça fait perdre mon temps. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Puis tu me niaises aussi avec ton niaisage de là, les minots, puis les pigeons. C'est quoi l'histoire? C'est dangereux le vaccin ou c'est pas dangereux le vaccin? Moi, l'information de base que je veux, c'est ça. Alors, la grosse question qui nous reste à résoudre, c'est la question de la vaccination des enfants. Là, on va en arriver à ça. Et là, ils vont utiliser leur argument massu. Comme j'en ai parlé un peu hier déjà, mais je vais y revenir de façon plus en détail. Alors, il dit, seuls 2 des participants à la conférence de presse, la pharmacienne Annie Fortin et le dentiste Frank Hugbeke, je pouvais pas bien avoir entendu son nom, c'est parce que c'est quand même assez pas évident à prononcer, ont accepté de nous accorder des entrevues. Aucun porte-parole de InfoCovid n'a toutefois voulu le faire. Bon, là encore le mot « toutefois », puis il va revenir là-dessus. Il se radote un peu des fois. T'sais, il va l'expliquer, ça, vous allez voir, je vais vous le faire ressortir, il en reparle à la fin de son article. Seuls 2 des participants, je sais pas, encore là, je vous dis, c'est connoté. C'est comme, ils n'ont pas vraiment voulu participer, là. C'est ça que ça veut dire. Mais il aurait pu faire passer ça, une autre perception complètement. J'aime beaucoup les lives de ma collègue Julie parce qu'elle parle beaucoup de perception. Souvent, c'est une question de perception. Ici, c'est une question de perception. Je peux jouer sur les perceptions. Je peux dire, nous avons eu la chance de nous entretenir avec 2 des personnes qui ont participé à la conférence de presse. Ça serait totalement d'autres choses. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ou, en toute neutralité, je pourrais dire, nous sommes entretenus avec 2 des participants. Ça, c'est des faits. Mais là, il utilise un modalisateur, c'est-à-dire, ça vient modifier le fait en disant, quelque chose de, il y en a juste 2. Tu sais. On aurait aimé ça parler à tout le monde, mais il y en a juste 2. Mais je sais pas si c'était nécessaire qu'il parle à tout le monde. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a une connotation négative dans ce qu'il dit ici. Toutefois, ça aussi, c'est un modalisateur. Puis il l'utilise souvent, comme je vous dis, oui, mais. Il y en a juste 2 qui ont voulu nous parler, puis c'est donc bête à rire. J'aime pas vraiment ça. Bon, ensuite, on arrive avec le vaccin et les décès des enfants. Avec la photo de cette pharmacienne-là, que moi m'a paru quand même sensée, mais vous regardez aussi, sérieusement, là, je veux pas faire mon comment ça s'appelle, synergologue, là, mais le langage non verbal, ça compte aussi, hein. On vous avouez qu'il a l'air d'avoir de l'inquiétude quand même un peu dans son visage, dans cette photo-là, du moins, tu sais. Moi, je trouve qu'elle avait l'air quand même inquiète puis préoccupée, mais ça veut pas dire qu'il faut l'invalider pour autant. Si vous voulez entendre sa voix, voir son visage, entendre ses propos, ses arguments, vous pouvez toujours aller l'écouter. Mais lui, ce qu'il dit, que c'est la dernière à prendre la parole, la pharmacienne, s'est insurgée contre la vaccination des enfants. Alors, tu sais, le choix des mots, j'en reviens à ça, le choix des mots, ça dit notre pensée, mais c'est fait de manière tellement subtile de leur part que ça a l'air d'être la vérité, tu sais. Alors, quand tu dis ceci est cela, ça a l'air que c'est un fait parce que tu utilises le verbe être. Je suis une femme. C'est vrai parce que j'ai dit le verbe être. Il y a des verbes comme ça, il y a des façons de faire qui donnent l'impression au lecteur qu'on est en train de dire la vérité parce que c'est insurgé. C'est présenté comme un fait, mais c'est une perception. Moi, personnellement, comme je vous disais tantôt, j'entends un discours latent en arrière de ce qu'il dit Nicolas de Rosa. Excusez-moi, je vais exagérer, je vais caricaturer, mais je vais dire, dans ma tête, moi j'entends, c'est une crise de folle. Elle est partie en hystérie, tu sais. Elle s'est insurgée contre la vaccination. Tu sais, s'insurger, c'est comme péter un plomb, là. C'est comme péter une coche. Mais en manière plus polie, qui passe bien, socialement acceptable, puis tout. Vous allez dire que j'exagère, mais pour moi, c'est ça, tu sais. La pharmacienne Annie Fortin s'est insurgée contre la vaccination des enfants, dénonçant ce qu'elle qualifie d'absence de débat sur cette question. Je ressens derrière ces propos-là un jugement de valeur qui cherche à invalider les inquiétudes de cette personne-là. OK? Alors, peut-être qu'il aurait pu dire Annie Fortin s'est inquiétée de la vaccination des enfants. Vous imaginez-vous comment ça serait plus respectueux? Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça serait pas genre, elle était hystérique, puis non. Annie Fortin s'est montrée inquiète par rapport au débat sur la vaccination des enfants. Tu sais, bon. Alors, il n'y en a pas de débat, c'est ce qu'elle dit. Est-ce que c'est vrai? Là, on peut en discuter. L'immunité acquise par le vaccin contre la COVID comporte des risques, peu importe les études, on répertorie 1 à 3 décès % vaccinés, avance-t-elle. Alors,
Il répète 2 fois ces statistiques-là. À l'échelle du Québec, si on vaccine tous les 0,19, c'est 35 décès. Alors là, je me fie que si elle a dit, puis que lui, il rapporte sans le critiquer, c'est qu'ils ont fait le calcul du nombre d'enfants, puis ça, puis ça donnait 35. Puis je vais me fier à ce chiffre-là. Parce que à un moment donné, il faut que tu fasses confiance à du monde sur des choses. Puis, ben moi, si la pharmacienne puis le journaliste qui sont pas d'accord, ben disent la même affaire, ben moi, je vais me rallier que j'ai pas besoin de recalculer ça, là. Selon tous les experts, bon, alors là, c'est ça. Ils vont dénoncer le manque de nuances puis les erreurs factuelles des gens, mais eux-mêmes, ils en font. Tu sais, moi, je suis pas là pour faire la police de la police. Mais si ces gens-là, les décrypteurs, font pas mieux que les médecins, font pas mieux que les autres journalistes, ben pourquoi il essaie de m'en passer, Nicolas de Rosa? Pourquoi il me prend pour une imbécile? Il me dit, selon tous les experts à qui nous avons parlé. Bon, il y en avait-tu 2, tous les experts, ou il y en avait 22? Tu sais, tout là, c'est combien? C'est qui les experts? C'est André Vermette. Il y en a 2 dans l'article. Ils en font par les 2. Puis je vais vous montrer à la fin de l'article, il cite un passage que ça dit pas grand-chose finalement. Alors, selon tous les experts à qui nous avons parlé, cette projection de décès ne tient pas la route. Alors, ne tient pas la route, là, ben, c'est la même affaire pour moi que ne résiste pas à l'épreuve des faits, là. C'est comme une petite expression, là, pour dire je t'ai cassé, là, tu sais. Ah, ça tient pas la route, ton affaire. C'est un peu insultant. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a un ton baveux, à mon avis. Il y a un petit ton baveux. Tu sais? Vous serez peut-être d'accord, vous serez peut-être pas d'accord, mais pour moi, je trouve ça baveux. Je le vois dans leur attitude. Les décrypteurs, vous allez voir, je fais ressortir dans plusieurs interventions qui font des vidéos, des trucs. Je les trouve baveux. Ben, ça tient pas la route. Moi, je trouve pas que c'est digne d'un article de Radio-Can, des décrypteurs qui visent à montrer que, tu sais, ils sont capables de trouver les défauts de fabrication des médecins et les spécialistes, là. Tu sais, à mon avis, ben, il aurait dû dire, ben, cette projection-là ne semble pas réaliste, tu sais. Il y a des manières de dire une chose d'une manière objective, tu sais, sans faire des jugements de valeur insultants de même. Ça tient pas la route, tu sais. C'est comme, hey, t'es en train de parler d'une pharmacienne, là. T'es qui, toi, là, tu sais? Le taux de décès dû au vaccin, ils sont loin de s'approcher des statistiques. Tu sais, encore là, sont loin de s'approcher des statistiques qu'avance Mme Fortin. De plus, 900 000 enfants de 5 à 11 ans ont été vaccinés avant le vaccin Pfizer anti-humain aux États-Unis et aucun décès n'a été rapporté. Alors moi, ça me demanderait des précisions. Si je peux prendre ça comme un fait sans le remettre en question, ben c'est important, c'est vraiment sérieux ce qu'il dit, puis j'en tiens compte. Mais vous allez voir ce qu'il dit par la suite. Ça me pose des questions. Mais je prends quand même ça en note, puis je me dis, OK, ben 900 000 enfants de 5 à 11 ans, il n'y a pas eu un effet. OK, ben peut-être faut que je relaxe un peu. Comprenez-vous, là, j'en suis là dans mon raisonnement. Mais vous allez voir le reste. La pharmacienne nous a fourni par courriel les sources sur lesquelles elle s'appuie le lendemain de notre entretien téléphonique. Bon. Alors, tu sais, moi, je trouve ça paresseux de la part du journaliste d'appeler Annie Fortin pour lui demander c'est quoi vos sources que vous avez utilisées. Moi, je serais gênée de faire ça. Moi, s'il me dit ça, ces affaires-là, je vais le vérifier moi-même. En tant que journaliste, je me dis, hey, j'appellerai pas le gars pour lui dire c'est quoi tes sources. Moi, trouver moi-même mes sources. Fais de la recherche. Fais une recherche dans PubMed. Fais ta propre recherche. T'sais. Après, ces gens-là, ils rient des gens qui font leur propre recherche. Pourquoi? Ben, parce qu'ils sont pas capables de faire leur propre recherche. J'ai vu d'autres articles qu'ils ont écrits. Ben, ils citent le Midi Libre, qui cite un autre média, mais dans le fond, l'autre média était plus important. T'sais, Midi Libre, c'est un média local en France, du sud de la France, qui citait LCI, ben, qui est un média national. Alors, tu sais, il aurait fallu qu'ils citent le média national qui était la source. Ils citent pas la source, ils citent la personne qui cite. Fait que moi, je le vois qu'il n'est pas allé loin dans sa recherche, que moi, je suis allé plus loin que lui. C'est pas la première fois que je vois que Nicolas de Rosa va pas très loin dans ses recherches. En 10 jours, à mon avis, il pouvait aller plus loin que ça. Ça reste mon opinion. La pharmacienne nous a fourni par courriel les ressources sur lesquelles elle s'appuie. Bon, l'une d'entre elles est le Vaccine Adverse Effects. Bon, le fameux VAERS, c'est une base de données, j'en ai expliqué, des États-Unis, qui répertorie ils appellent ça les événements indésirables suivant les vaccins, comme les effets secondaires, les décès, les problèmes de santé, etc., qui sont déclarés par les professionnels de la santé ou par les patients au pays. Bon, alors, depuis le début de la pandémie, on parle du VAERS. La droite en parle beaucoup. Alexandra Caude, c'est elle qui en a parlé pour la première fois. Elle suggère aux gens d'y aller. Tu sais, moi, je trouvais que c'était intelligent de sa part parce qu'elle disait, voici, moi, mes sources, puis je vous invite à consulter les sources.
Tu sais, c'est comme si moi, je vous dis, ben, moi, pour savoir c'est quoi les décès, puis tout ça, je suis l'INSPQ, telle statistique, puis ça, c'est les statistiques les plus importantes. Ben, allez les chercher si vous voulez, c'est accessible à tout le monde. Tu sais, moi, je trouvais ça super pédagogue, puis c'était démocratique ce qu'elle faisait, Alexandra Côte. Il y a plusieurs personnes qui s'en sont servies, mais je pense que c'est elle qui a pris le lead d'expliquer au monde comment ça marchait. Elle est en train de montrer au monde à faire de la recherche comme il faut. Alexandra Côte est en train de montrer au monde à faire de la recherche comme il faut. Il y a personne qui reconnaît ça, là. Elle est en train de former du monde à faire de la recherche. Elle est en train de dire, ben, tu sais, ça, c'est le même, ça, c'est l'éthique, ça, si, ça. Puis après, les gens disent, ah, c'est pas vrai. Hey, c'est elle la mère de famille, c'est elle la leader scientifique, puis vous êtes en train de rire de elle, puis d'écrire un gros faux sur sa face quand elle dit quelque chose que, tu sais, elle dit pas tout le temps la vérité à la science infuse, non, parce que c'est juste une seule personne, puis c'est juste un être humain. Mais là, tout à coup, pour la première fois depuis le début de la pandémie, là, j'entends dire que ben, le VR, ça, c'est pas trop stable, ben. Le VR, c'est une base de données dans laquelle des professionnels de la santé puis des patients peuvent intervenir. Là, il y a beaucoup de choses sur le VR, OK? Je vais vous le résumer parce que sinon vous allez trouver c'est éternel, mais vous pouvez aller lire l'article comme je vous ai dit. Mais ce qu'il dit en gros, ok, c'est que ben, sur le site même du VRS, on retrouve des des avertissements comme quoi c'est François Legault en conférence de presse. Sûrement qu'ils vont pas attendre 10 jours avant de publier ce qu'ils ont à dire là-dessus. Bon. L'argument là-dessus, je vais vous le donner, là. Un rapport au VRS ne prouve généralement pas que le vaccin ou les vaccins identifiés ont causé l'événement indésirable décrit. J'ai pas mal le choix de vous montrer toute la patente parce que je veux vous faire ressortir vraiment ce qui... la mécanique. T'sais, je pensais souvent à ça quand je disais il y a une mécanique argumentative dans ça. Là, il y a vraiment une mécanique. Toutefois. Ben, regarde, voyez, toutefois. C'est tout le temps toutefois. Bon, alors là, il dit, entre le 14 décembre puis le 8, 2020 puis le 8 novembre, là, sur un an à peu près, il y a eu 432 millions de doses de vaccins anti-COVID qui ont été administrés aux États-Unis, puis il y a eu 9549 rapports de décès qui ont été déposés après inoculation, donc après injection. Cela représente une proportion de 0,0022% des personnes vaccinées, soit 2,2 personnes sur 100. Alors donc, on dit que ça recoupe les données avancées par Mme Fortin. Là, moi, j'avais une question. C'est ton 2,2 personnes que tu me dis, est-ce que c'est des décès globaux ou c'est les personnes âgées entre tel âge et tel âge? Parce que c'est pas clair. Moi, j'ai l'impression que ça parle des gens en général, mais là, lui dit que ça recoupe ses données à elle, qui parle d'un nombre de 1 à 3 décès chez les jeunes. Mais c'est pas clair qu'il parle des jeunes. Il faut aller remonter loin pour dire, ben, est-ce qu'on parle encore des jeunes ou on est rendu qu'on parle de façon générale? Parce que moi, je vois pas qu'on parle des jeunes là, récemment. T'sais. Ça parle des jeunes ici, mais c'est rendu loin dans le texte. Là, bon, toutefois, comme le mentionne le VR, c'est ça, il n'y a aucun rapport ne prouve que le vaccin identifié a causé l'événement indésirable décrit et donc que le vaccin est responsable du décès. Il confirme seulement que l'événement signalé s'est produit quelques temps après l'administration de... Ça, c'est sur le site du VRS. Donc, ils avertissent leur lecteur pour dire, mais c'est pas parce que quelqu'un s'est fait vacciner puis il est mort 48 heures après que c'était le vaccin nécessairement qui l'a tué. On est d'accord avec ça, mais je pense qu'à un moment donné, encore une fois, c'est là qu'il faut se servir de sa logique, de son cerveau, de ses déductions, etc., tu sais. À un moment donné, ils disent dans l'article, les gens meurent de toutes sortes d'affaires. T'sais, ça se peut qu'il y ait une coïncidence entre l'administration d'un vaccin et un décès, oui. Mais en même temps, si tu es en pleine santé, puis tout va bien, puis tu te fais vacciner, puis à un moment donné, tu fais un arrêt cardiaque subitement, 48 heures après, à un moment donné, Chris, si ça arrive 10 fois en plus, ben là, ça... sérieusement, c'est vraiment compliqué la situation. Parce que eux, ils n'ont pas de preuves. Fait que ils peuvent dire n'importe quoi, ils peuvent dire c'est pas vrai, ils peuvent dire ça, ils peuvent dire ça. T'sais, les compagnies pharmaceutiques sont backées mur à mur avec ça, là, parce qu'ils n'en ont pas de preuves que... C'est comme, OK, on va piquer 100 personnes, il y en a 5 qui vont mourir dans ma face, mais je suis pas sûre que ça piqûre, ça se peut qu'il y avait une maladie, une comorbidité, la grippe, qui était due pour mourir, qui sont morts de vieillesse. C'est juste une coïncidence, ça a donné qu'ils se sont fait vacciner et qu'ils sont morts. T'sais, c'est ça la grosse question de cet article-là, à mon avis. Est-ce qu'on doit croire la pharmacienne qui nous dit ça ou est-ce qu'on doit croire le journaliste qui nous dit ça? T'sais?
Puis là, ben, ça demande de faire nos propres recherches pour vérifier, pour aller chercher nos institutions à nous, puis dire, ben moi, c'est quoi ma piste là-dedans? C'est quoi que j'irais fouiller, tu sais, pour voir c'est quoi qu'il y a du bon sens, puis c'est quoi qu'il n'y a pas de bon sens. Il dit aussi que ben, il n'y a aucune preuve que l'événement a été causé par le vaccin. Il n'y a aucune preuve qui est demandée pour que le VRS accepte le rapport, que le VRS accepte tous les rapports sans juger si l'événement a été causé par le vaccin. Alors ça revient beaucoup. Il sort les arguments. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Et ça doit être 10 fois que ça revient dans l'article qui rappelle, ben, cela signifie que la causalité entre ce décès et les vaccins est loin d'être garantie. Comme je vous dis, ça radote souvent que la causalité n'est pas garantie. On a compris. On comprend, tu sais. Mais en même temps, c'est pervers. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme, ben, c'est l'évidence même que si je suis en pleine santé, je me fais piquer, puis 2 jours après, je suis à l'hôpital, puis je meurs d'une inflammation cardiaque, ben là, tu sais. On peut pas prouver que c'est le vaccin. C'est parce qu'on le sait que c'est ça, là, tu sais. Mais, tu sais, il y a peut-être des cas plus ou moins graves qui ont été rapportés, que si, que ça, qu'on sait pas tout, tu sais. On sait certaines choses. Et comme n'importe qui peut soumettre un rapport, ben, il y a une variation en qualité des rapports, en exhaustivité, ça veut dire en précision, en détail. Il y a des fois des erreurs. Ça, c'est le VRS qui dit lui-même, qui met en garde. T'sais. Mais moi, ce que j'ai compris depuis le début, c'est que si McGill disait les gens ils utilisent mal les données du VRS pour faire dire ce qu'ils veulent, ben, McGill il aurait dit que le VR c'était pas fiable avant de dire que les gens utilisaient mal le VR. C'est quand même l'université McGill, puis sérieusement, sont forts sur le décryptage eux-mêmes, puis sont forts, c'est-à-dire sur les objections, puis les réfutations, là. C'est ça que je veux dire le mot. Ils sont forts à réfuter les arguments des autres, l'université McGill depuis le début. Il y a des affaires qui ont réfuté que j'étais comme, mais pourquoi qu'ils réfutent ça? Genre le lien entre la pollution de l'air puis la propagation de maladies respiratoires dont la COVID, puis c'était comme, oh, ben, les études qui ont été citées, ils n'ont pas été révisées par les pairs. D'ailleurs, il y en a une étude de ce cas-là ici dans l'article. Alors, il reproche à des choses à des gens, encore une fois, sans tenir compte de l'importance de ce que ces gens-là disent. Ben, est-ce que c'est vrai que la pollution, effectivement, peut être un facteur de décès pour la COVID? Là, si tu me dis, ben, l'article qui a été publié, ça n'a pas été révisé par les pairs, donc c'est pas bon. Ben, c'est pas un argument tant que ça. C'est important la révision par les pairs, mais c'est pas parce que ça n'a pas été révisé par les pairs que forcément c'est pas un bon article, t'sais. Mais la crédibilité des revues scientifiques, ben, ça passe par les comités de révision. C'est ça qui fait qu'une revue est bien cotée en sciences. Bon, alors ils disent que la Food and Drug Administration exige que les prestataires de soins de santé signalent tous les décès après la vaccination contre la COVID-19, même s'il n'est pas clair que le vaccin en était la cause, tu sais. Alors, ça se peut qu'une personne elle soit cancéreuse en phase terminale, puis que, ben, dans le cadre de ça, ça donne qu'il faut qu'elle reçoive son vaccin, puis ça donne qu'elle va mourir, pareil, dans un mois, là. Tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? C'est pas nécessairement un lien de cause à effet. Je le crois qu'il y a des cas de ça. T'sais, mais c'est ça que je vous dis, il faut analyser. T'sais. Si la personne a leucémie, puis elle est sur le bord de mourir, puis elle reçoit le vaccin, puis elle meurt, ben c'est sûr que c'était dû pour mourir dans 12 mois, ben là, c'est pas le vaccin, là, t'sais. C'est peut-être que le vaccin, ça a interféré, puis que ça l'a accéléré, on ne sait pas, mais si t'es en pleine santé, puis tu pètes, j'en ai entendu des histoires de même sur Facebook. Puis, sérieusement, excusez-moi de dire ça, mais depuis le début, là, sérieusement, aidez-moi quelqu'un. Depuis le début, je dis une affaire. Je me dis, mais s'il y avait eu des cas de COVID épouvantables, là, il y aurait plein de monde qui aurait fait des vidéos d'eux autres, puis il aurait dit, hey, moi j'ai la COVID, c'est super dangereux, faites attention, ça vous tente pas, vous allez mourir, nanana, nanana. J'ai vu personne. Montrez-moi, publiez-moi des vidéos de monde qui ont eu la COVID, puis qui sont démolis, qui ont des symptômes, que ci, que ça, qu'on les a vus à la TV, qui ont fait les nouvelles. Non, c'est tout le temps, on en entend parler, mais on les voit jamais, ce monde-là. Mais le monde qui a eu des effets secondaires des vaccins, il y a plein de vidéos TikTok. Ah, il y a moi, ma cousine, mon fils, la fille de mon ami, le gars qui joue au hockey, le jeune aussi. Des vraies histoires de vrais monde qui ont eu le vaccin puis des effets secondaires. J'en vois passer plein sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Pourquoi j'en vois pas des histoires de COVID? Tu sais, je suis pas en train de dire le virus n'existe pas, mais je suis en train de dire pourquoi le gouvernement de l'Ontario, il n'y a pas de cas de grippe cette année? C'est quoi la différence entre la grippe et la COVID? S'il n'y a pas de cas de grippe dans les statistiques, puis d'habitude, il y en aurait eu 16 000 depuis le début de la pandémie, puis là, il y en a 108, ou peut-être moins que ça même. Mais sont où les 15 000 cas tu sais, sont où les 16 000? Sont où les cas de grippe? Ça veut dire que c'est tout mélangé, ça veut dire. Tu
Tu sais, comment je sais pour me fier à toi? Après, ben, j'entends que le gars qui a inventé le test PCR, ben, il dit lui-même que le test PCR, il détecterait n'importe quoi chez n'importe qui. Tu sais, genre, je te passerais un test PCR pour détecter le VIH quasiment, puis je le trouverais. J'exagère, là. C'est une métaphore que je fais, là. Tu sais, c'est une joke, là, mais tu sais, c'est ça, c'est une grosse joke à m'amener, là, la COVID, là. Tu sais, tu te dis, ben là, arrêtez de me niaiser, là. Tu sais, vous avez fait passer des tests qui sont tellement sensibles à 45 cycles. On dit qu'à 30 cycles, tu sais, c'est parce qu'ils multiplient. C'est ça, je veux dire. Making all stops to Allendale. Your train is now boarding on platforms 11 or 12. Once again, passengers for the 1653 ferry train making all stops to Allendale. Your train is now boarding on platforms 11 or 12. Alors c'est ça, fait qu'il disait, ben si j'ai perdu mon idée, j'ai pensé à plein d'autres affaires pendant que j'écoutais la fille. C'est super important ce que je disais, là. Je suis très fatiguée. J'essaie de m'en rappeler, là, mais ça m'en revient pas, là. On va poursuivre avec l'article, puis ça va peut-être me revenir en cours de route. Bon, alors la Food and Drug Administration exige qu'on déclare tous les décès. Là, il faut servir de sa tête, là. C'est sûr, je veux dire, il faut servir de sa tête à chaque fois. T'sais. Ce que l'autre, il disait, là, Samuel Grenier, sur Guylaine Tremblay, ce qui est triste qu'elle pense pas, ben, tu sais, c'est sûr que des fois, tu te dis, dans la vie, là, ça demande un effort intellectuel d'analyser une situation à chaque fois. Tu sais, c'est comme... Tu peux pas t'en sortir tant que ça facilement en arrêtant d'analyser puis en disant ben c'est facile, c'est tout le temps de même. Parce que je pourrais embarquer dans quelque chose de long, puis je veux pas faire une digression sur si vous travaillez avec des êtres humains, puis à chaque fois, vous travaillez dans le milieu de la santé mentale, admettons, ben, à chaque fois que vous avez une personne, il faut que vous analysiez la situation dans son ensemble, puis avec le contexte, puis tout ça, c'est complexe, là, tu peux pas t'en sortir, là, ça demande un petit peu d'effort intellectuel pareil. Exemple, moi je dis tout le temps, mettons, quand mettre son masque, puis quand pas mettre son masque. En éducation, on appelle ça des connaissances déclaratives, procédurales et conditionnelles. C'est des niveaux de connaissances, ok? Je savais que j'allais embarquer dans de quoi de fucky, puis je veux pas vous perdre dans ces affaires-là, mais je trouve que c'est important pareil, puis je veux pas imposer non plus mes connaissances sur le monde, puis essayer de vous en mettre plein la vue, mais il existe des connaissances déclaratives, tu sais. Ben, le crayon est jaune. Ça, c'est une chose est quelque chose. T'sais, je déclare que ben, le téléphone fonctionne. C'est une connaissance. Une connaissance, c'est le quoi. C'est le quoi, une connaissance déclarative. Une connaissance procédurale, c'est le comment. Une connaissance sur une méthodologie, comment faire un gâteau, mettons, ou comment réparer un char, tu sais. J'ai des connaissances sur un processus. Puis il y a des connaissances conditionnelles, ben ça, c'est relatif au contexte. Quand est-ce que je sais qu'il faut que je répare un char? Quand est-ce que je sais qu'il faut que je me serve d'un crayon? Comment je fais pour savoir si je dois faire ça ou pas faire ça? C'est tout relatif au contexte. Alors là, je ne veux pas me perdre dans mon affaire encore une fois, mais quand il faut savoir, ben, quand est-ce que c'est le temps de porter le masque puis pas porter le masque? Ben, c'est le temps de porter le masque pour en ce moment. Comprenez-vous? Parce que je suis toute seule, le gars à côté, il a le masque, il est loin, il dort, il n'y a pas d'enfant, il n'y a personne autour de moi, et tout le monde est à 10 mètres de moi, ben ça donne rien que je porte le masque, Oui, il y a une chance que j'envoie une billette, puis il y a quelqu'un qui saute dans la porte là, puis mais à un moment donné, il faut mesurer les risques. Tu sais, versus le coût que ça en fait de tout envoyer mon Mac d'en face pour une chance sur 1 million, exemple, je sais pas c'est quoi, il faudrait que je le calcule, mais tu sais, si je suis dans l'autobus, j'ai fait une vidéo tantôt, ben il y avait un gros line-up pour un train, tout le monde est poigné ensemble dans le line-up, ben là, c'est différent, tu sais, t'es à moins d'un mètre de distance, il y a beaucoup de monde, etc. Tu sais, même juste à 1 mètre de distance de une personne, c'est pas la même affaire. Puis juste que 10 personnes. Puis à 1 mètre de distance pendant 3 secondes versus pendant 3 heures, c'est pas la même affaire, tu sais. Alors, toutes ces connaissances déclaratives-là qu'on connaît, ben, à un moment donné, il faut les mettre en contexte, il faut les mettre pour prendre une décision, tu sais. Il y en a que ça leur tente pas de faire ça. Fait qu'il est mieux se faire dire, ben, portez tout le temps le masque. C'est ça que Guylaine a dit, parce que moi, ça va m'inviter de tout le temps avoir à me poser la question, parce que la liberté, ça demande une responsabilité aussi. Ça ne tente pas d'avoir la responsabilité, elle, Guylaine Tremblay, tu sais. C'est ça, Guylaine Tremblay? Il me semble qu'il y en a un autre qui s'appelle Guylaine Tremblay aussi.
Mais c'est ça, les connaissances, ça demande des connaissances conditionnelles. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça demande une capacité d'analyser à chaque fois au cas par cas. Quand je suis assis ici, aujourd'hui, maintenant, à la gare, est-ce que ça justifie qu'un gardien de sécurité vienne me dire de mettre ton masque? Non, je pense pas. Parce qu'en plus des connaissances que je viens de vous dire, il y a la connaissance, je suis itinérante, je suis dans la rue, je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'endroit. Mais en même temps, je suis itinérante, je pourrais être plus à risque parce que je pourrais être dans un milieu contaminé, etc. Mais en réalité, c'est moi qui ai la plus seule de la gang, là, t'sais. J'en côtoie pas du monde, je suis dans ma tente, je suis seule, je les côtoie pas le monde, je les évite, tu sais, j'ai dans le métro, je suis seule, tout ça. Fait que, tu sais, je suis pas une personne qui est très à risque. Mais bref, tu sais, faut évaluer au cas par cas, la personne, c'est possible que, c'est possible qu'elle soit morte subitement, même sans aucune autre explication. Comprenez-vous ce que je veux dire? Si quelqu'un qui meurt subitement, là, il y a une cause à ça, s'il n'y en a pas d'autre, c'est forcément que ça doit être le vaccin. Comprenez-vous ce que je veux dire? S'il n'y a aucun autre changement pour provoquer la mort de quelqu'un, le gars a fait un arrêt cardiaque qui avait 90 ans, ça se peut que ça soit à cause qu'il était vieux. Comprenez-vous? Mais s'il n'y a aucun fondement logique, après, il doit y avoir une zone que c'est flou. Il doit y avoir une zone que c'est clair que oui, une zone que c'est clair que non, puis une zone entre les deux. Comprenez-vous ce que je veux dire? J'ai pas besoin de faire un PhD en médecine puis sur l'utilisation du VR pour essayer de m'imaginer un peu comment ça fonctionne. Ça prend un petit peu d'imagination dans la vie. Puis l'imagination, ça marche pas du fact-checking. Faut voir avec ses yeux à l'intérieur, à l'autre bord des yeux en arrière. Le côté qu'on voit pas, en arrière du sapin. Bon, là, il continue, il évalue ses sources. Il dit que deux autres de ses sources, c'est la même affaire que le virus, mais sauf en France. Dans d'autres pays qui présentent des données sans lien de causalité, il dit encore la même affaire avec des effets désirables puis des décès. Bon, le Royaume-Uni puis la France, leur base de données aussi. Mais il dit, les chiffres de ça, on les a pas. T'sais, il dit, cette femme-là, elle utilise ces bases de données-là. Essentiellement, c'est la même affaire que le virus, donc c'est pas trop stable. Essentiellement, c'est la même chose. On vient de dire que l'autre, c'était plus ou moins trop stable, donc c'est plus ou moins trop stable. Il n'y a pas de lien de causalité, donc c'est plus ou moins trop stable. Puis, moi, je trouve que je pourrais aller chercher les chiffres puis vous dire c'est quoi les chiffres. Fait que je vais vous dire, dans le fond, ces sources sont pas très fiables, mais je suis pas capable de vous prouver vraiment, c'est quoi ces sources-là. Finalement, Mme Fortin a également fourni une vidéo d'un YouTuber français qui imagine que l'ensemble de la surmortalité de certains groupes d'âge au début de l'année 21 en Israël est lié à l'administration du vaccin sans prouver qu'il y a un lien causal. Alors, c'est tout le temps la affaire causale. Alors, on a compris que c'était pratiquement impossible de prouver la causalité avant d'avoir des études du temps, mais c'est ça qui prend précisément du temps. Puis c'est ça que certains experts, généticiens ou autres, nous disent que, comprenez-vous ce que je viens de faire, là? Je viens d'utiliser l'argument d'autorité en disant que les généticiens aussi, ils étaient pas nommés, mais ils devraient être parmi les experts, parce que la génétique, quand même, c'est vraiment pertinent à la question du vaccin ARN. Mais c'est ça, c'est comme une game. C'est ça que je dis, on peut jouer ou pas jouer la game. Moi, ça ne me tente pas de jouer la game, mais on sait que ça peut être long avant de le prouver. Fait que la joke, c'est ça ne tente pas d'attendre que tous les enfants soient morts avant de dire finalement ça tue des enfants. Ça peut prendre du temps avant qu'on sache. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont inquiets. Mais là, moi, je me rappelle quand même qu'on m'a dit que 900 000 enfants de 5 à 11 ans ont été vaccinés aux États-Unis, puis qu'il n'y en a aucun qui a été rapporté un décès. Mais là, je me rapporte à ce qui a été dit. Vous voulez dire qu'il n'y a aucun décès qui a été lié à la COVID? Parce que là, vous êtes en train de me dire qu'on ne peut pas le prouver. Fait que, est-ce que vous parlez d'aucun décès pantoute qui a été rapporté? Ou il n'y a aucun décès qui a été linké à la COVID? Il faudrait que je sois sûr que tu me dises que il n'y a personne qui a rapporté aucun décès suite aux 900 000 enfants qui sont vaccinés. OK, wow, vacciner mes enfants d'abord. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est peut-être une bonne preuve. C'est peut-être une bonne preuve de sa part. Mais c'est juste une phrase, c'est ça, on n'approfondit pas. Moi, j'aurais besoin de plus d'informations. Il faudrait que j'aille consulter la source puis approfondir cette question-là. Bon. Alors là, on nous dit ce que je disais tantôt, là, il y a des gens qui meurent pour toutes sortes de raisons, puis il faut être capable de faire une association claire entre le vaccin et les complications, puis que c'est lié au vaccin, puis
C'est encore le même argument. Ils disent tout le temps la même affaire. Tu sais, cause, lien entre la cause, c'est pas clair que le vaccin était la cause, de lien de cause. Dans chaque paragraphe, cause, comprenez-vous? Cause. Bon, ok, dans tous ces paragraphes-là, ils disent tout le temps la même affaire. Tu sais, fait qu'il y a une page de texte, mais il y a une page de texte qui me répète tout le temps la même affaire dans des mots différents. J'ai compris, tu sais. Madame Fortin n'a pas voulu réagir à l'absence de causalité des sources, comme le VAERS, lors de notre entretien. Ben, ça diminue un peu la personne. Tu sais, quand tu dis, ben, elle n'a pas voulu parler, on ne sait pas c'est quoi le contexte. Mais plus loin dans l'article, on nous dit que le porte-parole, je vais attendre avant de vous dire. On va finir avec ce paragraphe-là, puis je vais m'arrêter pour l'autre parce que je suis très fatiguée et probablement que vous aussi, puis c'est quand même assez long, puis on va prendre une pause de secours de méta-journal de l'analyse de l'article. Puis je vais continuer peut-être demain ou ce soir plus tard si j'ai encore l'énergie, mais c'est un long article. Puis ça vous tente, pour mieux suivre, d'aller lire genre la suite, puis qu'on en discute, genre, puis si vous avez des commentaires, des questions, des réponses, des idées, des opinions, ça serait pas pire si on échange, puis qu'il y ait vos commentaires aussi, là, tu sais, sur la manière dont ce langage-là il est utilisé, puis comment on essaie de faire la preuve que ce qui s'est dit dans la conférence sur la COVID de Réinfo COVID, c'était plus ou moins vrai, tu sais, alors c'est un peu de ça. Mais comme je vous dis, il n'y a pas juste une question de valeur de vérité. T'sais. C'est comme si on est dans l'étape de vérité en logique, puis il y a juste ça qui compte. Non, il y a l'intention, il y a d'autres choses que juste vérifier une série de faits. Là, alors là, il dit quelque chose qui me fait encore un peu perplexe. T'sais. Rappelons par ailleurs que les vaccins contre la COVID-19 ne sont pas encore approuvés pour les 5-11 ans au Canada puis qui font encore l'objet d'analyse par Santé Canada. Sa conseillère médicale, Supriya Sharma, a récemment indiqué que rien n'était encore joué pour ce groupe d'âge puis que Santé Canada n'autoriserait le vaccin que s'il respectait les standards rigoureux. Bon. Alors, rappelons par ailleurs. Là, c'est là que je me dis, on va parler d'inférence. C'est implicite, à mon avis, de dire que on va vous rappeler que les vaccins, là, sont même pas encore approuvés pour les enfants. Fait que dans le fond, ça n'a pas rapport qu'elle capote pour rien, elle, parce que dans le fond, on n'a même pas encore adopté les vaccins. Moi, c'est de même que je comprends ce qu'il me dit. C'est ça que je fais comme inférence. C'est ça que je lis en dessous dans son discours latent. Je lis, là, faut pas capoter parce que c'est même pas fait encore. Puis ça va se faire juste si c'est vraiment grave. Mais, pourquoi ça va se faire ou ça va pas se faire? C'est parce qu'il y a des gens comme elle, Madame Fortin, qui s'insurgent, qui disent que ça n'a pas de bon sens, qui sont outrés. Comprenez-vous ce que je veux dire? Qui sont hystériques devant cette folie de vacciner les enfants. Ça fait en sorte que 27% des parents, après ça, des scientifiques, des généticiens comme Alexandre Côte qui en ont parlé, des experts, des médecins, des pharmaciens. C'est ça qui fait que on n'a pas encore terminé, c'est parce qu'il y a du monde qui exprime leur désaccord. Lui, il a l'air à penser que ça arrive tout seul, puis que ça va arriver tout seul, puis que ça va se faire tout seul. C'est la pensée magique un peu, je trouve, qui véhicule ce gars-là, à mon avis. Là. Selon le gouvernement du Canada, au 9 novembre 2008, 208 personnes sont décédées sans lien de cause à effet. Voyez-vous ce que je veux dire? Il arrête pas de dire tout le temps la même affaire. On a compris l'argument. Là, on peut pas le prouver. On peut pas le prouver. Après avoir reçu un vaccin contre la COVID-19, alors que 58,3 millions de doses ont été administrées, dans ces cas, 6... Bon, là, il nous dit qu'il y a 6, dans le fond, cas sur les 208 qui ont été clairement liés au vaccin AstraZeneca, qu'il y en a 47 qui font l'objet d'une étude, donc ça fait 53 au total. Puis dans le fond, les autres sur le 208 moins 53, ça fait 150 cucs. Tous ceux-là, ils n'ont pas de lien, encore une fois, approuvé avec la vaccination. Mais c'est quoi ces affaires-là? T'sais? C'est-tu un monsieur de 79 ans qui allait mourir de son cancer, puis finalement, on lui a donné le vaccin, ça a donné avant qu'il meure, puis il est mort pareil? On le sait pas. Là. On le sait pas, c'est pas clair, il manque des informations. C'est pour ça que je vous dis, c'est facile d'argumenter, mais plus tu creuses, plus tu trouves des affaires. Lui, il creuse jusqu'à ce qu'il trouve les affaires, que ça il tente de creuser pour que lui, ça arrange son petit carré puis son petit point de vue dans lequel il est installé. Au Canada, aucun décès n'a encore été formellement lié au vaccin ARN messager de Pfizer qui reçoivent les jeunes de 12 ans et plus. J'ai lu récemment qu'il y avait eu des falsifications de données. C'est à vérifier. Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai pas approfondi ça encore non plus.
ou que recevront les jeunes de 5 à 11 ans s'il est approuvé par ce groupe d'âge. Les décès formellement liés à ce type de vaccin sont extrêmement rares. Ben là, ça prendrait des chiffres. T'sais, comprenez-vous, les chiffres, c'est juste quand ça le tente. Là, ben, extrêmement rare, c'est quoi? C'est 1 sur 100 ou 1 sur 100 millions? T'sais? Alors, je sais pas, moi, c'est quoi? T'sais? Et seulement quelques-uns, encore une fois, combien? T'sais, tu me dis combien, juste quand ça te tente. Tu me dis combien, mais là, tu me le dis pas combien. T'sais, tu me répètes ce que l'autre t'a dit, mais t'as pas fouillé. T'sais. Combien ont été signalés partout dans le monde depuis le début de la campagne, notamment en Corée du Sud. Ceci est lié à des myocardites, soit des inflammations du muscle cardiaque. Là, on va parler de la myocardite, etc., etc. On n'embarquera pas là-dedans pour l'instant. Comme je vous dis, on a déjà quand même fait on a déjà fait un bon bout de chemin ensemble. Moi, je vais aller genre prendre une douche puis m'occuper de mon souper parce qu'à 5 heures, je vais me chercher à manger. Puis après, je vais me coucher. Puis demain matin, ça va être un autre jour. À 7 heures, à soir, il faut que je dorme 7-8 heures maximum demain matin. Je me lève tôt. Puis c'est la fin de semaine ou c'est vendredi? C'est vendredi. C'est vendredi maintenant. Alors demain, c'est samedi. My God, ça passe trop vite, je capote. Alors, ben, peut-être qu'on finira ça demain. Ben, sinon, vous avez un peu compris le genre d'analyse que j'essaie de faire avec vous, tu sais, pour s'attarder à la manière dont les gens essaient de montrer que quelque chose est vrai ou pas vrai. Tu sais, là, je vous en ai montré quelques exemples. Mais ça serait fun que je puisse au moins à rapper tout ça, là. Puis, tu sais, vous montrer que, ben, c'est les écriteurs, ils sont de mauvaise foi, là, tu sais. Parfois. Tu sais, qu'ils ont une thèse à défendre. Que, tu sais, ils utilisent l'argument d'autorité beaucoup. Puis que ces autorités-là, ils n'ont pas toujours quelque chose d'intelligent à dire, tu sais. Je vais juste donner l'exemple, là, parce que, non, on va le finir. Mais comme je vous dis, j'expérimente des choses, hein, puis là, je me rends compte, tabarnouche, c'est vraiment long si je lis de même, tu sais, avec vous, mais en même temps, je veux pas vous faire l'analyse à votre place, tu sais, comme, je voudrais comme, qu'on le fasse ensemble, tu sais, je voudrais qu'on le fasse ensemble, à quelque part. Enfin, ça vous tente d'aller lire l'article, puis ça vous intéresse, puis que ça vous tente d'en jaser, ben, vous pouvez y aller, puis sinon, ben, peut-être que je vais terminer ça demain ou ce soir. Alors, je vous souhaite un bon vendredi, amusez-vous. Amusez-vous, reposez-vous, occupez-vous bien de vos enfants, de vous-même, de votre chambre, de votre blonde, de vos parents, de vos amis, de vos amoureux. Salut tout le monde!